Chers amis, soyez les bienvenus sur Ethos Podcast, l'éloquence des leaders. Vous êtes peut-être à vélo, dans les transports en commun, peut-être que vous êtes en train de faire votre jogging et vous avez bien fait d'écouter cet épisode puisqu'on y parle de communication, de prise de parole et de la manière dont on peut être impactant à l'oral. Je m'appelle Samuel Barbier, je suis le fondateur d'Ethos et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagné par Nicolas Jouet, qui est expert en communication lui aussi, avec qui j'ai le plaisir de travailler. Et je vais vous dire un petit secret, Nicolas, c'est un de mes mentors, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis 1 an et demi. Nicolas, comment ça va ? Mais plutôt bien. Enfin, quand je suis en compagnie, en aussi bonne compagnie, toujours très bien. Sois le bienvenu en tout cas. Merci. Dans cet épisode. Juste avant de te demander de te présenter, j'aimerais te lancer sur le mot de communication. Qu'est-ce que c'est que la communication pour toi, Nicolas ? Loin de moi la prétention de pouvoir donner une définition qui convienne à qui de droit. Chacune et chacun, selon son métier, a sa vision de la communication. Dans 80% des cas, la plupart des professionnels pensent que communiquer, c'est faire passer des messages. Il se trouve que si les messages les plus intelligents se suffisaient en eux-mêmes, il suffisait de les émettre et de les faire passer, le monde irait beaucoup mieux, ce qui n'est pas forcément ce que chacune et chacun peut constater chaque jour. Les messages ont besoin d'être incarnés. Et s'ils ont besoin d'être incarnés, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui est unique, c'est la personnalité des uns et des autres, des unes et des autres. Si communiquer, ça n'était que faire passer du message, on oublie une petite partie essentielle qui est de créer du lien. Or, déjà pour les Grecs anciens, communiquer, ça n'était pas échanger, c'était créer du lien, créer une relation, donner envie aux autres de nous revoir. Et c'est cette dimension qui a été à la base du projet que nous avons mené avec Bertrand Vincent, que tu connais déjà aussi. Et qui a été l'invité de ce podcast. Qui était invité, de pouvoir développer, travailler sur l'idée qu'il y avait 2 dimensions essentielles quand une personne, une femme, un homme voulait communiquer. C'était évidemment d'être clair dans ce qui est énoncé, dans ce qu'il y a à dire. Et ça, c'est essentiel. Mais c'est aussi d'abord créer du lien. Autrement dit, essayer de faire en sorte que les autres aient envie de nous suivre, de nous écouter, de nous prêter plus. Créer du lien, créer de la confiance pour ouvrir l'écoute et derrière déposer notre message dans l'esprit des gens. Parce qu'on ne braque pas la banque, on rentre par la porte bien tranquillement et on crée les conditions pour que les gens nous écoutent. Pour braquer la banque ou pour, en tous les cas, imposer, il faut être au minimum président des États-Unis. Enfin, il faut avoir un pouvoir, le dernier mot sur pas mal de gens. Si vous avez ce mandat, vous pouvez faire preuve, évidemment, d'autosuffisance, à croire qu'il suffit de parler pour que les gens vous suivent. Il se trouve que même quand vous faites ça, vous l'aurez peut-être remarqué, le monde aujourd'hui est dirigé par des gens qui ont des idées bien arrêtées. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de les suivre et de collaborer. Donc, les entreprises n'étant pas toujours fondées sur un principe militaire, il y a beaucoup d'esprit de collaboration, d'envie de créer du lien dans les entreprises pour que l'intelligence collective fonctionne. Il y a une nécessité à faire un effort, et tu l'as très très bien dit, essayer de mettre les autres à l'aise. S'il y avait une bonne définition de la communication, c'est comment je peux mettre l'autre à l'aise avec moi, avec ce que je suis, qui n'est pas parfait. Comment t'es arrivé à ce métier, Nicolas ? C'est quoi ton histoire ? Comment tu te retrouves à diriger aujourd'hui Ifoyaka avec Bertrand Vincent, justement ? C'est compliqué de faire la machine, enfin le chemin. Il me semble que je n'ai plus aujourd'hui de mémoire de mon enfance, comme si je n'avais pas eu d'enfance, comme si j'avais eu... si j'avais oblitéré tout simplement une partie de ma vie, pour des questions que je ne vais pas exposer ici, ça n'a aucun intérêt, mais qui me laissent à penser que quand on ne considère pas l'autre en face de nous, quand on n'est pas curieux de l'autre, quand on n'est pas capable de le considérer tout simplement comme quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose, on a toujours un rapport, une relation qui est faussée, fondée sur un principe de pouvoir, d'assujettissement, de soumission. Comme tous les enfants, je suis né dépendant, c'est-à-dire que j'ai eu des gens qui m'imposaient beaucoup. Et peut-être que pour m'en sortir, j'avais un esprit un peu trop rebelle, c'est possible. Pour essayer de me faire du bien, j'ai fait du théâtre.
c'est devenu un métier. Et l'introspection nécessaire pour faire du théâtre m'a aidé à essayer de comprendre, en tous les cas, l'autre. Au théâtre, au départ, on a besoin de se réapprécier, de s'aimer soi-même. Et puis très vite, je me suis rendu compte que ça me limitait. Donc j'ai commencé à me poser la question de savoir si l'autre n'était pas plus riche que moi. Et l'idée de l'aider, ça a été d'abord de penser qu'en aidant les autres, je pourrais m'aider moi-même. Ça fait combien de temps que tu es du coup formateur en prise de parole ? Alors, est-ce que tu te définis comme ça d'ailleurs ? Comment est-ce que tu te définis ? Première bonne correction, pardon. Ça m'évitera de le faire. Moi, je ne me définis pas comme formateur en prise de parole. Je me définis comme quelqu'un qui entraîne à être inspiré, inspirant, influençant dans des situations à fort enjeu. Le leadership, tu l'évoquais tout à l'heure, le leadership, c'est 4 piliers à mes yeux. Le premier, c'est de savoir donner du sens, donc être clair dans ce qu'on énonce. Le second, créer du lien, donner envie aux autres de nous prêter plus, avec l'obligation de les aider à avoir confiance en elles et en eux. C'est vrai que l'objectif de la relation, c'est ça. D'avoir une vision collective, une vision commune. Il me semble que parfois ça manque, d'avoir la capacité de regarder, non pas que pour soi, mais pour les autres. Et puis d'être créatif, de se remettre en question régulièrement et d'essayer toujours d'être créatif pour se réinventer et réinventer le lien. Ça tombe bien que tu parles de leadership parce que ce podcast parle justement aborde des thèmes de communication et de leadership. Est-ce que c'est lié, la bonne communication et la capacité à emmener, du coup, créer du sens, créer du lien, offrir une vision et développer sa créativité, selon toi ? Tout n'est pas lié. C'est difficile de répondre aux 4 piliers que je viens d'évoquer. En tout cas, donner du sens et créer du lien, ça correspond bien à ce que notre cerveau sait faire tous les jours, et avec qui que ce soit. Simplement, avec beaucoup d'interlocutrices et d'interlocuteurs, il y a des efforts à faire. Il y a des gens qui nous inspirent rien, il y a des personnes qui n'essaient pas de nous mettre à l'aise, il y a même des personnes très désagréables. Dans le travail, parfois, on est obligé de travailler avec des comportements, des égos qui peuvent être complexes. Et là, il y a une nécessité à la fois à ne pas subir la relation, ne pas subir le regard des autres sur nous, et à être clair et à être capable d'avoir une intelligence intellectuelle. Ces 2 piliers sont intimement liés. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué quand je vous ai rencontré, c'est que vous abordiez l'intégralité de vos entraînements via le prisme du rapport à l'enjeu. Qu'est-ce que c'est que l'enjeu ? Et donc, il y a des gens qui nous écoutent ici qui ont évidemment peur de parler en public. Je vous rassure au passage, vous êtes 80% de la population française, les 20 autres pourcents étant probablement des menteurs. Il y a un enjeu, il y a de la peur qui se crée. Quand on se présente au regard des autres, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cet enjeu ? Et commence par, si tu veux bien, nous parler de cet enjeu et après on verra comment est-ce qu'on peut essayer d'y répondre. Alors, l'enjeu est une dimension très personnelle. Nous sommes partis de cette idée que tout le monde sait communiquer. Personne ne se lève le matin, même parmi les personnes que tu citais, dont tu citais le pourcentage, celles et ceux qui peuvent avoir peur de prendre la parole, peu se lèvent le matin en se disant 1, je ne sais pas communiquer, 2, j'ai peur des autres. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça dépend juste des situations dans lesquelles on est impliqué. Si beaucoup se retrouvent à parler de leur métier, parler de leurs compétences avec des amis, ça se passe très bien la plupart du temps. Si le lundi matin, on leur demande de venir prendre la parole dans une réunion avec des interlocuteurs moins dociles ou plus complexes, dont ils ne sentent pas forcément la réciprocité d'écoute, il n'est pas impossible qu'ils se sentent à ce moment-là sous enjeu. Alors, en fait, l'enjeu est un principe très simple et même salutaire. Nous sommes guidés vers l'autre par nos besoins. Je ne peux dire « je » que si j'ai quelqu'un qui me dit « tu ». Et si je n'avais pas besoin de me sentir écouté par les autres, je n'aurais pas besoin forcément de créer du lien. Sauf que pour exister, on a besoin des autres. Et il se trouve que nous sommes d'abord naturellement, instinctivement des êtres doués de réceptivité. Nous sommes tout le temps en train de
nous poser la question de ce qu'on reçoit des autres et ce dont on a besoin. On a besoin d'être aimé. Toutes les personnes que tu citais ont besoin d'être reconnues intellectuellement, d'être reconnues sur leurs valeurs psychologiques, sur leurs compétences, leur personnalité, sur leurs exploits parfois dans la vie. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde a besoin de montrer une vie presque parfaite. Oui, il y a une peur du jugement et de l'échec très très fort en fait. Qui est donc la notion d'enjeu. S'il y a un besoin de recevoir des preuves qu'on est écouté, il y a forcément la peur qui correspond à ces besoins. Dès qu'on s'oblige à réussir, dès que dans notre tête nous nous imposons un objectif de résultat, dès que nous nous projetons dans l'avenir sur la base d'un résultat, nous devons gagner cette finale. Pour les sportifs, je dois être élu. Je dois être le meilleur. Je dois être recruté. Les besoins naturels de recevoir de l'écoute deviennent la peur d'être jugé. En fait, la peur, c'est une alarme tout à fait normale. On parle beaucoup de stress comme étant quelque chose de négatif. Il se trouve que c'est un allié. Toutes nos émotions sont des alliés, sont des indicateurs qui nous expliquent ce qui est essentiel, ce qui est urgent, ce qui est primordial. Ce à quoi on tient. Quand je reçois un coup de fil de ma fille ou de mon fils, j'ai un pincement au cœur, j'ai des inquiétudes, ce qui me prouve que j'ai plus de bonheur et d'affection et d'amour pour ces personnes que je n'en ai pour le voisin quand il essaie de m'appeler. Voilà, donc ça me permet en tous les cas de sentir vers qui je dois absolument faire un effort. Il se trouve que les personnes dont j'ai besoin d'être aimé sont les personnes avec qui je fais un effort. Il est tout à fait naturel et normal. Je te donnerai une anecdote, d'avoir peur du regard de ces personnes sur soi. Pour être comédien et donc d'avoir passé beaucoup de temps au théâtre, les représentations que chacune et chacun craint le plus, ce sont les représentations, les costumières, les premières, avec la famille, avec les amis. On n'a jamais autant le trac que ces jours-là. Et je me souviens il me semble que c'était la 157e représentation d'une pièce que je jouais donc tous les jours. Autant dire qu'on n'a plus le trac quand on monte sur scène. Et juste avant d'entrer, une personne est entrée dans les loges pour me dire que mes enfants et ma femme seraient dans le public. Je crois que je n'ai jamais eu autant peur de ma vie. C'est plutôt salutaire et sain. Et c'est une façon que le cerveau a de nous indiquer ce qui est essentiel pour nous. Donc, il est clair que ça n'est pas la peur le problème, c'est ce que le cerveau va en faire quand on est en situation. Et pour répondre, c'était un peu long de ma part, mais... Comme tu parlais du cerveau, le cerveau, comment il réagit et qu'est-ce qu'il produit face à cet enjeu? De la cortisol, de la noradrénaline, qui donc est le mécanisme qui nous permet de sentir évidemment que ça n'est pas anodin. Et ça, c'est tout le monde qui sécrète ça, oui, c'est pas que certaines personnes. Non, tout le monde. Tout le monde, ça peut être avant un examen, ça peut être avant de demander sa fiancée ou son fiancé en mariage, ça peut être... avant de tourner un podcast. Ça peut être dans un podcast, ça peut être dans une prise de parole, l'éloquence quand c'est nécessaire, ça peut être le nombre de dirigeants que nous avons pu entraîner et former à ne pas subir ce moment, c'est-à-dire être sûr de trouver de l'aisance en quelques secondes, 3 secondes. Il se trouve que notre cerveau a la capacité de nous permettre en 3 secondes de nous mettre à l'aise, quand bien même nous sommes sous pression et donc sous tension liée à ce stress. Comment on fait alors? Parce que je pense que là, on touche du doigt le trésor. Ouais. Tout le monde produit cette noradrénaline Ouais. et cette acétylcholine, qui sont des neurotransmetteurs qui vont nous inhiber physiquement, qui vont inverser notre respiration, qui vont nous empêcher d'articuler, de saliver, et qui vont transformer la personne en face de nous en juge. Là où avant, c'était un partenaire d'échange et ça se passait très bien. Ouais. Alors, pas immédiatement. L'enjeu, souvent, nous le vivons en amont. La veille, tout le monde se met sous pression. La veille d'un examen, n'importe qui peut être sous pression et a du mal à... Là, le cerveau réclame à partir de là, systématiquement, un mécanisme de sécurisation. Et il y a 3 mécanismes de sécurisation qui sont des mécanismes réflexes, tout à fait normaux, naturels. Tout le monde les a. Personne ne manque de ça. Le premier mécanisme, c'est la fuite. Donc, pour se sentir mieux, certaines personnes n'osent pas affronter la situation. Personne n'est à blâmer dans cette histoire. On peut tout à fait imaginer qu'en période de guerre, par exemple, il est tout à fait naturel de fuir. Lorsque votre intégrité physique ou morale ou mentale est menacée, il est tout à fait naturel
de vouloir fuir. C'est un mécanisme. Mais même pas juste l'intégrité physique, hein. Juste le fait d'être jugé. J'ai croisé des gens qui ont des super beaux postes et qui pendant 15 ans ont trouvé du génie pour réussir à toujours trouver quelqu'un qui prendrait la parole à leur place. Donc la fuite. La fuite fait partie des mécanismes. Je dis souvent, personne n'est à blâmer par rapport à ça. C'est à partir du moment où on ne connaît pas les mécanismes que je vais citer maintenant, c'est-à-dire le deuxième mécanisme, qui est un système inhibiteur que tu évoquais. Oui, lorsque notre cerveau, pour résoudre ce problème de stress, fait confiance uniquement au cerveau gauche, autrement dit, lorsqu'on est simplement en priorité à se rassurer sur ce qu'on a à raconter, il n'est pas rare de produire très vite, enfin de s'hypo-oxygéner, de ne se sécuriser que sur le quantitatif d'informations. On s'écoute parler la plupart du temps. On a la respiration qui s'inverse. Très vite, le sang est hypoxygéné, le cerveau le sait, et à partir de là, il commet une chose tout à fait normale. Il produit ce que beaucoup appellent l'acétylcholine, qui est donc un neuromédiateur qui fait qu'on a plus d'informations, plus de connexions neuronales, mais par contre, ça atteint la motricité, et très vite, on se sent... on ne sait plus comment se mettre, on ne sait plus, on s'inhibe physiquement. Et la respiration étant inversée, on hypooxygène très vite le sang. À partir de là, on appelle ça de l'émotivité, c'est-à-dire qu'on est dans un état qui devient inconfortable. La seule difficulté, c'est que ça se cale très vite et que souvent, on le sent dès les premiers moments d'une prise de parole ou d'une réunion à animer ou d'une conférence. Ça peut devenir permanent. On est bloqué. On est bloqué et ça va devenir très compliqué parce que même ce qu'on connaît par cœur, on a du mal à pouvoir éventuellement l'énoncer clairement. Et puis, il y a un troisième mécanisme. Il faut savoir que ce sont les mêmes réflexes qui inhibent, qui nous désinhibent. Et ce troisième mécanisme désinhibiteur, non sidérant, nous permet de nous sentir à l'aise en l'espace de 5 secondes. Et c'est là où nous travaillons. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est de faire sentir à toute personne qui... va prendre la parole sous le regard des autres. Comment ? En l'espace de 5 secondes, on peut ne plus souffrir du regard des autres, de ne plus avoir peur du jugement et de se sentir totalement à l'aise. Et donc, à partir de là, mettre les gens à l'aise en face de nous. Et aussi, en étant clair avec ce qu'on a à délivrer. Et franchement, c'est assez magique pour avoir fait 5 ans d'éloquence, de prise de parole, de formation dans mon coin et depuis 2 ans travailler avec vous. Et grâce à toi, avoir senti ces états où je suis en priorité à ce que je dois dire, ce que je dois dire, ce que je dois dire, et la priorité à comment je prends soin de l'autre, comment j'ouvre ses oreilles pour préparer le terrain, créer de la confiance, c'est fou comment ça change les prises de parole. Les points peut-être qu'on peut transmettre, de toute façon, il faut les entraîner ensemble, c'est grand 1, choisir l'autre. Toi, ta phrase, c'est ta gueule. Je crois que tes clients, ils s'en souviendront toutes et tous. C'est tais-toi pendant 5 secondes pour inverser les projecteurs. C'est pas vous qui me regardez, c'est moi qui prends soin de vous et qui vous regarde. Oui. En fait, l'autre a tellement besoin d'être écouté que le plus important, c'est d'abord qu'il sente que nous-mêmes, quand on prend la parole, nous sommes capables d'être à l'écoute. Seule l'écoute appelle l'écoute. Seule l'attention appelle l'attention, seule la curiosité intellectuelle qu'on a pour les autres crée de la curiosité réciproque. On pense toujours que la communication, c'est l'échange d'informations. Réellement, pour quiconque, c'est la réciprocité d'écoute. J'ai remarqué bêtement que quand je ne suis pas à l'aise avec quelqu'un, la première chose que je fais, c'est que je prive cette personne de mon écoute. J'ai une vie intérieure riche, j'ai la chance d'avoir une famille merveilleuse et des amis merveilleux, des projets dans la vie. Dès que je peux m'échapper du réel, quand je suis mal à l'aise avec quelqu'un, c'est la première chose que je suis capable de faire. Et alors, j'ai cette subtilité incroyable qu'ont les adultes de pouvoir faire semblant, en plus, de dire que je suis tout à fait d'accord et qu'effectivement, c'est très intéressant. Je peux même faire semblant. Les adultes, les enfants, ils savent bien faire semblant. Les enfants sont merveilleux pour ça. Donc, pardon de revenir là-dessus, mais... d'où l'intérêt de ce que nous proposons, c'est-à-dire non pas travailler uniquement sur la partie intellectuelle, mais sur la partie émotionnelle, comment se mettre à l'aise, comment mettre l'autre à l'aise. Plus on le met à l'aise avec nous, plus il nous prête de l'écoute. On arrive à un point qui est essentiel. Quand on est face à des gens qui ont peur, ou des gens qui ont un enjeu, une soutenance d'appel d'offres, un pitch, souvent, du coup, ils s'offrent des formations en prise de parole. Ils veulent recevoir des tips.
où je mets mes mains, comment je me positionne, quelle posture adopter, etc., etc. Et ce que je veux raconter aux auditeurs de ce podcast, c'est que la toute première fois, une des premières fois où on s'est rencontrés, on s'est un peu agrippé avec Nicolas sur le fond et la forme. Nicolas, je te pose cette question. Est-ce que tu y crois au fond et à la forme ? Est-ce que c'est important de travailler la forme quand on veut être éloquent ? Difficile de parler de quelque chose que je ne comprends pas et que je ne connais pas. Si on s'est peut-être agrippé, c'est que nous avons deux personnalités certainement aimables et que nous nous sommes mal compris. Moi, je me vis de l'intérieur. J'ai une chance, au-delà d'avoir un physique ingrat, j'ai la chance de ne pas passer mon temps à me regarder dans la glace. Et si j'ai fait du théâtre, ça n'était pas pour m'aimer ou m'estimer, c'était pour faire en sorte que les autres m'aiment. Et c'est une chance, quand vous êtes sur scène, de ne pas vous voir. J'ai une chance incroyable en ce moment même, c'est d'avoir le visage d'un garçon absolument charmant, beau et jeune. Moi, c'est ce que je vois. Ma réalité, c'est que j'ai un interlocuteur en face de moi. Je ne vois ni ma gestuelle, ni ce que je suis, et encore moins n'entends-je ma voix. Alors on me dit, quand tu sors de scène, souvent les gens viennent te voir en disant « t'étais pas un peu trop ?» Et 2 minutes après, il y a quelqu'un qui vient sur le même point dire « t'étais pas assez ?» Il y a toujours quelqu'un qui a un avis qui correspond soit à ses attentes, soit à l'état dans lequel il était. Si les personnes se sont engueulées avec leurs amis juste avant, ils sont énervés. S'il y avait une grève de métro, on le voit tous les soirs au théâtre. Il n'y a jamais le même type de comportement, de réceptivité. Et ça ne correspond pas à ce qui se passe sur scène au départ, mais à ce que les gens vivent. Et donc, moi, il me semble que la forme, c'est l'état de l'autre. Alors, je peux essayer de le prendre en charge. C'est ce que je vis de l'intérieur. J'essaie de prendre en charge les gens en face de moi et de les amener à se sentir bien avec moi, tout simplement. Je n'ai pas l'impression que je fais des efforts sur ma gestuelle ou sur quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que je ne sais pas ce qu'est la forme. D'où je suis. Lorsque je regarderai notre interview, podcast filmé, peut-être que je me regarderai en me disant « Boubou, j'aime pas du tout ce type-là, qu'est-ce qu'il est moche, qu'est-ce qu'il est bête, qu'est-ce qu'il est... » Je porterai forcément un jugement, parce que ça, c'est très facile. Et dans une société du tout à l'ego où mes idées sont forcément meilleures que les tiennes, j'aurai évidemment beaucoup de plaisir à interpréter, à dire que ce type est nul et que je ne pense pas comme lui ou qu'il ne pense pas comme moi. Et tous les jours, dans mon envie de collaborer avec toi, avec d'autres, avec mes clients, avec mes partenaires de jeu quand je suis en tournage, j'ai des efforts à faire. L'effort de les mettre à l'aise avec moi, de leur montrer que je suis à l'écoute, que je suis d'abord curieux. Donc c'est plus ma capacité d'écoute que les gens vont apprécier et ils diront que ma forme est positive. C'est un peu ça la petite révolution. C'est un peu la révolution que j'ai rencontrée avec toi, Nicolas. C'est voilà, inutile de mettre ses mains comme ci, de se tenir comme ça, de faire des aides dans le public avec son regard. Ça gratte. Enfin, voilà. L'idée, c'est de déjà trouver son confort dans le regard de l'autre. C'est trouver son confort dans la respiration. C'est trouver son confort dans l'espace. Préparer un peu son discours quand même pour être à l'aise, sans s'y raccrocher. Et une fois qu'on est bien et qu'on est confortable en soi, prendre soin de l'autre. Et c'est ça que j'ai trouvé fou, c'est même quand c'est que moi qui parle, je dois donner l'impression aux gens qui m'écoutent que je dialogue avec eux et que je suis à leur écoute. Tu me permettras une petite correction, c'est la première et ce sera la dernière. Bien sûr. Je ne sais pas si c'est donner l'impression. Quand on met les gens à l'aise, ouais, t'as raison. Je ne sais pas si on donne l'impression. Il me semble que quand ils sont à l'aise, en tous les cas, c'est leur propre perception du plaisir qu'ils ont à se sentir bien avec quelqu'un qui compte. C'est pour ça que j'ai du mal effectivement avec l'idée de devoir aider les gens à avoir des postures figées. Et en tout cas, si c'est ça qu'ils comprennent, c'est négatif. Alors que, merci de l'avoir précisé, souligné, lorsqu'ils sont à l'aise, en tout cas, ils trouvent tout de suite la bonne gestuelle, leur bonne posture, l'interaction possible. Dès qu'ils se sentent sécurisés et désinhibés, ce qui veut dire qu'en quelques secondes, le stress, ils s'en débarrassent. Je reviendrai sur le ta gueule, par contre. Eh bien, ils trouvent d'eux-mêmes l'interaction.
ils savent comment interagir. Puisque tous les jours, quand il n'y a pas de stress ou d'enjeu, ils le font très bien. C'est ça qui est assez fou. Ouais. Ouais. On est au café avec les gens qu'on aime, on bavarde, tout se passe très bien. Et d'un coup, il faut se lever et pitcher sa boîte ou se faire recruter. Et tac, coup de stress. Et ça, c'est un point essentiel. Parce que dès qu'on est bien avec quelqu'un, dès qu'on se sent bien avec l'autre, parler, échanger, c'est une conséquence tellement naturelle qu'on n'a pas besoin de se préparer outre mesure. Dès qu'on a du stress, dès qu'il y a de l'enjeu, on a besoin de se rassurer, c'est vrai, sur ce qu'on va raconter. C'est tout à fait nécessaire de comprendre au moins la structure de ce qu'on va raconter. Ce qui est essentiel, par contre, c'est de savoir restimuler la partie droite de son cerveau. Et l'idée du ta gueule, ça peut être mal interprété. C'est de se souvenir que la première chose à stimuler, c'est l'écoute. Et lorsqu'on restimule l'écoute, on produit de l'ocytocine, on produit tout de suite quelque chose qui, immédiatement, et c'est ce que tu as expérimenté, d'autres, nos clients, au bout de quelques 3, 4, 5 secondes, ça efface totalement l'adrénaline et la cortisol. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en quelques secondes, on peut se retrouver très à l'aise, alors que 5 secondes avant, on avait le palpitant qui était... Ce qui me vient comme idée, c'est de dire aux gens qui nous écoutent, qui sont dirigeants, qui sont amenés à prendre la parole régulièrement, et que je vois débarquer à des conférences avec des feuilles plein les bras avec leurs messages, peut-être qu'ils gagneront énormément de temps à travailler leur capacité à trouver le confort et à prendre soin des autres pour faciliter la montée au cerveau des mots justes, plutôt que de ne jamais travailler cette relation à l'autre et de mettre vraiment tout le temps et tout le travail dans le message. L'idée, c'est de se dire, moi j'aime bien la question, qui fait l'effort ? Il est 19h, je suis en soutenance d'appel d'offres, je suis le 3e groupe à passer, les gens en face de moi ont déjà vu passer 3 autres entreprises qui leur ont rabâché le fait qu'ils étaient les meilleurs et qu'ils devaient absolument travailler avec nous, où je suis le 15e candidat reçu par un cabinet d'avocats parce que je veux devenir collaborateur XY. Qui fait l'effort ? Est-ce que c'est celui qui est en face de moi, qui doit trier les informations, qui doit soutenir l'écoute, etc. ou c'est moi qui dois lui faciliter ? La réponse est presque dans la question. Qui peut faire l'effort ? Les personnes qui écoutent et qui ont d'autres peurs. Dans le cadre d'un appel d'offres, ce qui est une grande partie de nos clients, nous les entraînons justement à ne pas subir les appels d'offres et être capable d'être très inspirant dans ces moments-là et de façon collective. Qui peut faire l'effort si ce n'est la personne qui est active ? Lorsque vous êtes le locuteur, l'orateur, l'oratrice, c'est à vous de faire l'effort d'aider les gens à vous écouter. Surtout d'accepter le fait qu'ils ne sont pas obligés d'écouter et que 9 fois sur 10, ils n'ont pas la capacité de pouvoir vous écouter longtemps. Donc oui, la relation, c'est toujours un problème d'effort. Qui peut le faire ? Simplement la personne qui a un intérêt à le faire. Mais est-ce que lorsque vous rentrez chez vous, lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous avez vos enfants qui viennent vous voir, votre mari, votre épouse, est-ce qu'à chaque fois vous faites l'effort ? Évidemment, c'est facile de le dire derrière un micro face à un homme élégant. Dans plein de situations de notre vie, nous sommes tellement concentrés sur des réalités à résoudre, des obligations, des contraintes professionnelles et autres, qu'il est difficile parfois de dire qu'on est totalement capable d'être à l'écoute. Oui, il y a forcément quelqu'un, celle ou celui qui expose son leadership doit faire l'effort d'aider les autres à se sentir à l'aise. Ça, c'est une évidence. Tu as dit une fois dans une formation à laquelle j'ai assisté, vous n'êtes pas le problème. Oui. Vous êtes la solution en matière de communication. Ça m'a rappelé les mots d'un des clients que j'ai accompagné, qui s'appelle Alexandre Belliti, que je salue, qui me parlait de la responsabilité absolue. Je suis responsable de l'écoute des autres. Si les gens ne m'écoutent pas, c'est pas qu'ils sont distraits, c'est pas que Instagram a un algorithme trop puissant qui aspire l'attention, c'est que je fais pas le job, je suis pas bon à l'oral. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu cette phrase ? Vous n'êtes pas le problème, vous êtes la solution à votre bonne communication. Me vivant de l'intérieur, je ne peux pas dire que je suis un problème. Je peux avoir le trac. Ça veut dire que la personne qui est en face de moi ou les attentes qu'elle a sont importantes à mes yeux. Et il est tout à fait naturel de considérer que le problème que j'ai à résoudre, il est en face de moi, c'est-à-dire son écoute. Moi, je dois résoudre mon problème, c'est-à-dire rapidement me sentir à l'aise pour rapidement mettre l'autre bien
avec moi, qu'il se sente écouté, qu'il sente la capacité d'interagir, lui parler de lui avant de lui parler de moi, par exemple, l'aider à se poser les bonnes questions. Ça, je reviens, c'est hyper fort, ça. Lui parler de lui avant de lui parler de moi, positionner l'autre au centre de l'histoire que vous racontez, en disant vous, déjà, c'est le type d'accroche les plus puissantes qui existent, mais surtout, c'est vraiment une clé de communication exceptionnelle. Excuse-moi, je t'ai coupé. Avec plaisir. C'est une clé, en effet. Et le problème que je dois résoudre, il est d'aider l'autre à changer d'état avec moi. Au départ, il a le droit d'avoir des a priori. Beaucoup de gens, en ce qui me concerne, ont des a priori. On peut avoir une réputation, on peut avoir... D'ailleurs, il me semble que tu as été témoin de ça, de gens qui me disaient que j'avais une réputation de quelqu'un de dur ou de quelqu'un d'exigeant ou de... Oui, certainement, comme beaucoup d'autres, j'ai des exigences dans la vie, je ne suis pas quelqu'un de parfait, je suis juste quelqu'un qui est capable d'engagement. Ce que j'ai ressenti, c'est de l'exigence aussi vis-à-vis de tes clients. Tu veux qu'ils y arrivent et qu'ils trouvent leur confort. Et donc, tu fais tout pour les secouer ou les rassurer en fonction des types de personnalités. Et les résultats sont assez fous. C'est plutôt ça ce que j'ai ressenti. Oui, avoir une exigence pour soi et pour les autres. Et donc, il est normal qu'ils aient des a priori, des freins ou qu'ils résistent. Il me semble normal dans ma vie, en tout cas, que les autres n'aient pas à me prêter leur écoute juste parce que je m'appelle Nicolas Jouet. Et naturellement, le problème est en face de moi. Je dois résoudre cette équation, donc d'aider l'autre à me prêter plus d'écoute. Transformer l'effort d'écoute en envie d'écoute. Oui, exactement, en plaisir d'écoute. Je ne crois pas que communiquer soit faire passer des messages. Je crois que communiquer, c'est aider l'autre à recevoir de moi ce que j'ai à lui dire. Et si on n'aide pas, si on ne fait pas cet effort de mettre les gens à l'aise, il me semble qu'ils ne le font pas. Mais d'ailleurs, c'est plus qu'il me semble. J'ai pu vérifier maintes fois dans ma vie qu'ils ne le faisaient pas. Sur la dernière partie du podcast, Nicolas, j'ai envie qu'on aille sur la gestion des échanges difficiles. Il y a plein de gens qui nous écoutent et des clients qui sont amenés tous les jours à mener un peu des bras de fer. Il y a même un monsieur qui a appelé un livre « La parole est un sport de combat », ce que je ne crois pas du tout, mais qui ont des échanges compliqués. Et moi, je voudrais qu'on parle de leadership et notamment d'autorité. Très souvent, tu opposes l'autorité naturelle à l'autorité artificielle. Je crois que c'est quelque chose qui va intéresser particulièrement ma génération et les styles de manager, etc. C'est quoi la différence? Déjà, c'est quoi l'autorité? Et c'est quoi ensuite l'autorité artificielle et l'autorité naturelle? En quoi est-ce que ça a un impact sur l'écoute des gens en face de nous? Chacune et chacun a de l'autorité, c'est-à-dire un pouvoir d'influence. Chacune et chacun peut influencer affectivement, intellectuellement, socialement quelqu'un. Donc tout le monde a ce pouvoir. Par définition, l'autorité, c'est le droit d'influence que chacune et chacun peut exercer sur quelqu'un d'autre, mais, il y a un mais, que l'autre va plus ou moins accepter de reconnaître ou va le reconnaître avec plus ou moins de résistance. Pour donner un exemple et être plus clair, si un garçon de 25 ans habillé en policier lève la main « je m'arrête » dans la rue, s'il me demande mes papiers, je lui transmettrai mes papiers, mais il est clair que dans ma tête, je suis déjà en résistance. Ce qui veut dire que je peux tout à fait accepter de reconnaître l'influence de quelqu'un qui va me mettre en retard, qui va me faire perdre du temps, mais je peux aussi résister. Donc l'autorité, c'est un pouvoir. Ça vient du mot autoritas, qui était le pouvoir donné au Sénat pour le peuple dans la Rome antique. Et puis le potentat, c'est le pouvoir donné à César contre le peuple. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans le pouvoir une forme de pouvoir dit assujettissant et une forme de pouvoir dit augmentant. D'où les deux définitions. L'autorité artificielle, c'est quoi? C'est une autorité qui donne le droit du dernier mot. Donc c'est par votre statut, par votre contrat de travail. Quelqu'un vous dit, vous êtes CIO, vous êtes PDG, vous êtes directeur, vous êtes responsable. Donc on vous donne sur un périmètre donné le dernier mot. Je citais tout à l'heure le président des États-Unis qui a le dernier mot.
Il n'est peut-être pas l'homme le plus riche du monde, mais il a un pouvoir incroyable qui tient au fait que c'est son dernier mot qui compte. C'est lui qui a raison. Ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir artificiel. Ça ne tient qu'un temps, c'est lié à un statut souvent, et les gens ne vous regardent plus comme vous êtes, ne regardent pas votre personnalité, ne regardent pas ce qu'ils peuvent apprécier par ailleurs dans d'autres situations, mais ils regardent ce qui les assujettit. Ce qui veut dire qu'il y a un rapport totalement déstabilisé. La communication n'est pas un sport de combat, c'est un sport d'équilibre. La relation est totalement déséquilibrée lorsque vous avez en face de vous des prospects, des clients qui ont, qu'on le veuille ou non, le dernier mot. D'où l'idée de récupérer et donc de pouvoir rééquilibrer la relation sur le principe de ce qu'on appelle l'autorité naturelle qui repose sur votre personnalité, votre capacité de mettre les gens à l'aise. L'autorité naturelle, c'est l'autorité, le pouvoir d'influence que l'autre vous reconnaît sans effort. Et pour ça, il faut l'augmenter. Donc, pour l'augmenter, il y a plusieurs façons qu'on entraîne, qui s'entraînent. C'est pas lié à un talent particulier, c'est lié réellement à une préparation particulière qui permet de pouvoir rééquilibrer ce qu'on subit lorsqu'on est, par exemple, dans une situation d'appel d'offres, face à des personnes, évidemment, qu'on aimerait séduire, qu'on aimerait embarquer, dont on aimerait entendre « vous avez raison, bravo, nous signons tout de suite ». C'est un processus beaucoup plus long. Il faut d'abord les aider à avoir confiance en elles et en eux, dans leur capacité de pouvoir collaborer avec nous. Et ensuite, voir si on peut leur donner envie de partager ce qui est émis, donc ce que l'on délivre, ce qu'on leur propose de partager intellectuellement. C'est un vrai travail d'influence, en fait. C'est un vrai travail d'influence. Pour beaucoup, convaincre, puisqu'on parle d'autorité, convaincre, c'est faire en sorte que l'autre pense comme moi. J'ai raison, non? On est d'accord. C'est l'idée d'obtenir cette espèce d'arracher quelque chose, de tordre le bras. Le Graal. Ouais. J'ai le pouvoir sur l'autre, et non pas avec l'autre. On n'a jamais vu quelqu'un dire, excuse-moi, on n'a jamais vu quelqu'un dire « t'as raison, je change d'avis ». Quand je veux me débarrasser de quelqu'un, quand je veux me débarrasser de quelqu'un, la première chose que je fais, c'est de dire « non, mais tu sais quoi, t'as raison ». Dès que je veux plus avoir de relation avec quelqu'un, je donne très vite, pour fuir d'ailleurs, entre parenthèses. Et pour revenir à ce qu'on se disait, la vraie question, c'est est-ce que convaincre, c'est faire en sorte que l'autre pense comme moi et qu'il me dise « t'as raison » ou est-ce que c'est lui donner envie de partager avec moi sur le sujet ? Prendre le temps donc de pouvoir découvrir qu'on est capable de s'écouter d'abord et ensuite de discuter sur nos désaccords. Débattre, être capable d'amener l'autre à débattre, c'est-à-dire ne pas se battre alors qu'on peut penser des choses tout à fait divergentes. Et ça, c'est un travail de patience, c'est un travail d'écoute, c'est un travail de capacité à vraiment, pour le coup, rester à l'aise quand on a en face de nous des gens qui ont un pouvoir définitif. Lorsqu'un prospect dit on ne travaillera pas avec vous, lorsqu'un client dit on ne veut plus travailler avec vous, c'est assez définitif. Donc c'est la chose que certainement la plupart des professionnels craignent le plus. Personne n'aime perdre un client, quoi qu'il arrive. Non. Nicolas, ça ressemble à quoi ton quotidien ? C'est quoi le quotidien d'un entraîneur relationnel, coach, prise de parole, formateur, consultant? À quoi elles ressemblent tes journées et qu'est-ce que tu préfères dans cette activité que tu exerces depuis de nombreuses années maintenant? La préférence, c'est la rencontre avec des gens différents. Enfin, c'est Albert Jacquard qui a écrit un livre merveilleux sur l'éloge de la différence. Et Albert Jacquard disait... Et lui, il a changé de vie plusieurs fois dans sa vie. Il a été un homme remarquable. Et à la fin de sa vie, il disait la chose la plus essentielle, c'est le lien. La seule chose qui est essentielle au monde, la seule chose qui est importante, ça n'est pas d'être le plus beau, le plus fort, le plus rapide, c'est d'être capable de créer du lien. Le fait de rencontrer des gens différents, des contextes différents, d'apprendre tous les jours des entrepreneurs, de leurs collaboratrices et de leurs collaborateurs, le fait de découvrir des gens différents avec des vies, des histoires, des réalités physiologiques différentes, ça, c'est un bonheur. D'abord parce qu'on n'a jamais l'impression de s'ennuyer, au contact de cette découverte permanente. Et j'ai un quotidien, somme toute, classique. Je me lève le matin, j'essaie de serrer ma femme comme je peux dans mes bras pour lui faire sentir que je serai toujours là. Je pense à mes enfants, je prends un thé et le reste de la journée, c'est d'un classique que je ne vais pas exposer ici. C'est des entraînements, des coachings? Oui, c'est de l'entraînement, du coaching. Et puis, j'ai la chance d'avoir un agent
artistique qui souvent m'appelle et me dit « Est-ce que tu veux participer à ce casting ?» Et donc, je passe des castings pour pouvoir être comparé aux autres. Tu as cette activité aussi. Et j'ai cette activité pour être comparé aux autres et éventuellement, de temps en temps, être choisi en espérant pour les bonnes raisons. Nicolas, est-ce que tu vois des expertises, des compétences sœurs à celles de la communication, de la prise de parole? Comment est-ce que tu penses qu'on peut travailler ce confort et cet impact, cette influence autrement que juste avec la prise de parole? D'abord, travailler seul, c'est découvrir. Si vous êtes intéressé par savoir comment découvrir tout votre potentiel, il y a le plaisir de, par exemple, faire de la musique, faire du sport, faire du théâtre, apprendre à s'exposer au regard des autres pour ne pas en souffrir. Il n'y a pas de bonne école pour ça. Moi, j'ai découvert ce qu'était le cerveau auprès de médecins. Donc, j'ai découvert que finalement, les scientifiques s'intéressaient beaucoup aux principes de relations et de liens, qu'ils cherchaient en tous les cas dans leur capacité à comprendre le cerveau, où se situait cet invisible qu'est la relation. Et ça m'a réellement beaucoup aidé, en tout cas pour ce qu'on avait à proposer. Mais voilà, si j'avais un conseil à donner aux enfants, en tous les cas, qui ont besoin de savoir que toute leur vie sera liés à des relations à créer chaque jour, quel que soit leur métier, quelle que soit leur activité. Je les inviterai en tout cas à prendre du plaisir à s'exposer. Puisque tu te lances sur les conseils, est-ce que tu as 3 conseils que tu donnerais à des gens qui ont peur de prendre la parole, potentiellement qui ont peur d'entrer en relation avec une personne ou 100 personnes quand ils prennent la parole? Ça serait quoi les 3 étapes pour se préparer à changer de paradigme? J'ai un mal fou à donner des conseils, en fait. Je sais, c'est pour ça que je te pose cette question. Bien joué. Je commencerai certainement à demander à la personne si elle veut, si ça l'intéresse. Enfin, je laisserai son libre arbitre décider si elle pense qu'il y a la possibilité de l'aider. Je ne m'imposerai rarement, je m'impose jamais, en fait. Donner un conseil, c'est justement ce que je craindrais le plus, moi, si j'étais à leur place. Le conseil que non sollicité. quelqu'un vienne me taper sur l'épaule de façon un peu paternaliste pour me dire « Bon, mon petit bonhomme, je vais t'expliquer, tu vas voir, il y a un truc qui est génial. » Les conseils ne valent que pour les conseilleurs. Je lui demanderai d'abord si ça l'intéresse, de savoir si elle est curieuse d'une solution potentielle, et puis ensuite, je la guiderai vers les bonnes personnes ou vers l'entraînement nécessaire. Mais le seul conseil que j'ai pu donner à quelqu'un que je ne connaissais pas, c'était de dire « Faites attention, parce qu'on n'écrit pas comme on parle et on ne parle pas comme on écrit. » Et souvent, quand on prépare, on apprend par cœur ce qu'on a écrit, ça ne fonctionne pas à l'oral. Que ce soit sur une slide ou sur un bout de papier qu'on a envie de lire. Et de toute façon, ça ne crée pas de lien. Je ne vois pas l'intérêt. Mais j'espère, en tout cas, j'en ai demandé à mes clients, mais j'espère que je ne donne pas beaucoup de conseils. Moi, je les entraîne. En fait, c'est pour ça que je ne me sens pas non plus formateur à la prise de parole. J'entraîne les gens à être capables de ne pas subir la situation, la réalité émotionnelle qu'ils vivent et la réalité intellectuelle qu'ils doivent produire. Voilà les 3 points sur lesquels j'essaie de les rendre pertinents. Nicolas, on arrive... Non, mais c'est très bien, c'est très bien, et ça te ressemble, donc c'est parfait. Les 3 conseils, non, c'est pas vrai. Il y en a plein dans les bouquins. Cela dit, il y a les 4 accords Toltec, ça c'est intéressant. Ouais. Puis il y a assez de bouquins maintenant pour en prendre des conseils. C'est vrai. Nicolas, dernière question, c'est une carte blanche. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ait oublié dans nos échanges que tu aimerais transmettre aux auditeurs de ce podcast? Comme je le dis à tous mes invités, la parole est à la défense en dernier. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais communicant. On a le droit de ne pas communiquer quand parfois on est dans des situations où on n'a pas envie d'être agréable, on n'a pas envie d'être à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'on est bon ou mauvais. Ça, c'est le premier point. Communiquer, c'est faire l'effort. Bon, chacun fait comme il veut. Je dirais simplement que j'ai appris ce qui était communiqué avec une jeune fille qui était sur un fauteuil électrique et qui ne pouvait plus bouger. Elle avait une problématique qui était simple. Elle avait 16 ans. Elle ne pourrait plus jamais bouger de sa vie. Elle n'avait plus de motricité possible.
Elle tenait grâce à une colonne vertébrale qui était en acier. Et elle m'a dit, tu sais, moi, mon problème, c'est pas de réciter ou de dire des choses que j'apprends par cœur parce que j'ai que ça à faire. Ma vie est ainsi faite. Mais si tu pouvais te mettre à ma place, qui n'est pas enviable, tu saurais que je n'ai aucun problème pour dire des choses et pour parler. Et donc, j'ai de très bonnes notes quand je passe des examens. Par contre, moi, je voudrais que tu m'aides à 2 choses. Quand je vais rentrer dans la cour d'école pour aller à mes examens, je voudrais ne pas subir le regard des autres. Est-ce que tu peux m'aider à ne plus jamais souffrir du regard des autres ? Ce qui est, pour moi, la première bonne définition de la communication telle qu'on la vit. Elle me faisait prendre conscience que le problème n'est pas d'émettre, mais d'abord de ne pas subir ce qu'on reçoit. Il n'y a rien de plus difficile que de se mettre sous le regard de quelqu'un. Et la deuxième réalité qu'elle m'a donnée, c'est un cadeau, c'était de dire, je sais très bien que c'est les garçons qui seront dans la cour d'école, les filles qui sont dans la cour en attendant comme moi le passage de l'examen, je sais très bien qu'ils ne viendront pas vers moi d'eux-mêmes. Je ne suis pas quelqu'un qui peut inspirer autre chose que mon Dieu, la pauvre. Et elle avait pris conscience d'une chose, elle m'a dit, est-ce que tu connais l'effort qu'il faut faire pour faire en sorte qu'ils soient à l'aise avec moi ? C'est à moi de les aider. Et ça a été la clé de ma vie. À moi de faire l'effort d'aider les autres. Comment s'appelait cette jeune femme ? J'ai oublié son prénom et son nom, étonnamment. En tout cas, c'est quelqu'un qui t'a marqué. Oui. Nicolas, merci beaucoup pour cet échange. Merci. J'ai été très heureux de discuter avec toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? De rencontrer des gens comme toi. C'est chose faite. Continuons à marcher ensemble. Merci pour votre écoute. Merci. Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous écrire pour nous le dire et pour nous donner vos suggestions pour les prochains invités. Si l'éloquence est un défi que vous voulez relever, je vous invite à visiter notre page internet ethosentreprise.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Vous y trouverez des conseils réguliers publiés par notre équipe d'experts. L'ensemble du cabinet Ethos et moi-même, nous tenons à votre disposition et vous encourageons vivement à relever le défi de l'oralité. Et n'oubliez pas, sans plaisir, pas d'excellence. Go Ethos!